Je vous propose maintenant de passer à notre plénière, le travail face aux défis de la Covid-19. Et j'invite Lorraine Houtin, Romain Zerbib et Caroline Gaillan à me rejoindre. Bonjour à tous les trois. Merci d'être venus jusqu'à Saint-Quentin pour échanger avec nous. Lorraine, je vais commencer par vous si vous le permettez. Vous êtes docteur en psychologie expérimentale. Vous pouvez nous dire ce que c'est ? Oui, bonjour à tous. Docteur en psychologie expérimentale, ça veut dire docteur dans un domaine de la psychologie qui fait des expérimentations. Les expérimentations, c'est juste tester des choses, très souvent en laboratoire, avec des humains, du coup, vu qu'on est sur de la psycho. Mais c'est, par exemple, mettre en place des expérimentations pour savoir ce qui se passe d'un point de vue émotionnel dans telle situation, par exemple. Moi, j'ai fait ça pendant ma thèse. Voilà. Donc c'est ça, la psycho expérimentale, c'est faire des expérimentations sur des humains. Et vous avez créé une structure qui s'appelle Ad-Hoc Lab. On peut dire que c'est une start-up qui est spécialisée dans le recrutement. Comment vous le définiriez ? C'est pas une start-up. Notre idée, c'est pas du tout d'avoir une croissance ou des levées de fonds, ce genre de choses. Mais on est une petite entreprise dont l'objectif, c'est en gros d'accompagner les acteurs RH, les acteurs de l'insertion notamment, et d'autres, à développer des nouvelles méthodes, des nouveaux process qui se basent sur des méthodes scientifiques. Donc en gros, on aide les entreprises à fiabiliser des process, notamment des process de recrutement. Et alors vous êtes engagée, vous avez plusieurs casquettes. Hein. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université de, je ne me trompe pas, de Nanterre, c'est ça. Et vous êtes conseillère scientifique aussi au Lab RH, qui est un écosystème de start-up RH plutôt. Et vous allez nous parler juste après de l'impact de la crise Covid sur le recours aux nouvelles méthodes de recrutement et nous dire quels sont les enjeux et quelles en sont les conséquences d'ici quelques minutes. Oui, tout à fait. Je suis chercheuse associée à Nanterre. Chercheuse associée. Tout à fait. Romain Zerbib, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, enseignant-chercheur en sciences de gestion et responsable de l'innovation pédagogique à l'ICD Business School. C'est bien ça, ça fait partie du groupe ? Absolument, du groupe IGS. Voilà, qui est installé à la fois à Paris... Oui, et Toulouse. Très bien. Et vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous parler, au-delà de votre ouvrage et de celui de Lorraine, bien sûr, de management et de rupture et continuité en termes d'expérience collaborateur. Vous nous en direz plus juste après. Absolument. Merci d'être avec nous. Caroline Gaillan, vous êtes consultante RH, vous avez une longue carrière en direction des ressources humaines, notamment dans les secteurs de la banque, de la distribution, de la cosmétique, il me semble aussi. Oui, tout à fait. Et vous avez développé maintenant vos propres activités sur les logiques de conseil en bien-être au travail, qualité de vie au travail, plutôt, vous diriez, peut-être ? Oui, maintenant je fais du conseil en ressources humaines, donc à destination des entreprises sur toute la sphère de santé et de qualité de vie au travail, donc promouvoir les politiques de santé et de qualité de vie au travail pour avoir des salariés engagés dans les entreprises. Et donc c'est le thème de l'intervention que je vais développer après. Et vous nous parlerez donc motivation, sens et engagement des collaborateurs à l'heure de l'hybridation du travail. Merci. Lorraine Houtin, vous allez nous en dire plus d'ailleurs sur votre thématique d'intervention, mais vous avez aussi écrit un ouvrage qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement, avec une petite baseline, test de personnalité, escape game, serious game, intelligence artificielle. On parlera de tous ces sujets après vos quelques minutes d'intervention, parce que vous avez bien compris qu'il y a des vraies attentes dans la salle de la part d'employeurs qui souhaitent trouver des nouveaux moyens d'attirer, de sélectionner et surtout d'embarquer dans des dispositifs même de formation des nouveaux collaborateurs. Je vous laisse la parole. Oui, merci.
Et oui, donc en fait, dans cet ouvrage, j'en reparlerai tout à l'heure si vous voulez, mais on aborde un peu tout ce qui existe aujourd'hui comme méthode alternative ou supplémentaire à l'entretien de recrutement, en fait. Tout ce qu'on utilise pour gagner en information sur le candidat qu'on va rencontrer, que ce soit d'un point de vue compétences, personnalité, etc. Et ce livre, il s'inscrit particulièrement bien dans le contexte actuel parce que, comme vous l'avez dit, la crise Covid, ça a changé énormément de choses dans le milieu du recrutement. Hein. Ça a complètement bouleversé la manière dont les gens se sont mis à recruter, puis aussi dont les candidats ont répondu aux offres, en fait. Hein. Le premier point, je ne sais pas si vous diffusez les slides ou pas, du coup. Merci. Le premier point, c'est que déjà initialement, il y avait des évolutions qui étaient naturelles dans le secteur du recrutement. Tout à l'heure, on a parlé des pénuries de secteurs, des pénuries de métiers, des métiers en tension, etc. C'est des problèmes qui ont continué à évoluer naturellement et qui, pour certains, se sont amplifiés en plus avec la crise Covid. Par ailleurs, ce qu'on a pu constater, si on en croit la littérature scientifique et puis aussi la littérature plus classique de vulgarisation dans les journaux, on a pu constater que le contexte de crise, effectivement, ça avait généré un besoin de s'adapter au distanciel, dont on n'a pas besoin de parler ici puisque tout le monde a été concerné, mais aussi la gestion de la reprise des activités, les questions de relocalisation, toute la dimension très organisationnelle, en fait, au-delà de Zoom et des sujets qui ont d'abord été prégnants dans les médias. Hein. Et enfin, la crise, ça a amené de la modification dans le rapport que les candidats entretiennent avec le travail. Alors, c'est peut-être pas le cas sur tous les postes, mais en tout cas, chez certains, ça existe. Il y a beaucoup d'attentes en termes de QVT, on le sait. Hein, en travaillant chez soi, on a compris qu'on pouvait avoir un peu plus de confort sur telle ou telle dimension. Parfois pas. Mais, et puis, il y a aussi une volonté pour certains de s'organiser différemment dans le travail, de pouvoir faire des pauses la journée, aller faire du sport, s'occuper de ses enfants, etc. etc. Donc tout ça, ça a fait qu'il a fallu redynamiser les process et les méthodes de recrutement pour mieux correspondre aux demandes des candidats. Je ne vous l'apprends pas. Qu'est-ce que ça a eu, ça, comme conséquence ? La conséquence principale, ça a été d'augmenter le nombre de solutions qu'on proposait sur le marché, des solutions de recrutement. Ici, je ne vais pas parler des solutions de sourcing, parce que ce n'est pas du tout mon métier, mais par contre, je vais vous parler des solutions qui servent à évaluer les candidats. Du coup, on a vu des nouvelles solutions, dont certaines existaient déjà, mais qui ont gagné énormément en popularité après le Covid. Et ces solutions, elles varient sur deux choses. La première, c'est évidemment le format. Les entreprises se sont tournées vers des solutions digitalisées, des solutions en ligne, et aussi vers des choses un peu plus sympas. Des jeux, des questionnaires ludifiés, avec l'idée que ça allait aider à travailler la marque employeur, ça allait attirer les talents, on allait notamment beaucoup attirer les jeunes. Donc aujourd'hui, c'est ça qui se fait et qui se vend beaucoup. Et puis par ailleurs, on a vu apparaître de nouveaux concepts, plus ou moins scientifiques, plus ou moins justifiables en fonction des périodes, mais en tout cas, ils sont nombreux et parfois, il y a de la confusion. Donc on a évidemment la personnalité, qui est un des trucs qui marche le mieux en ce moment, je crois. Les valeurs, les compétences comportementales, j'en ai entendu parler plusieurs fois tout à l'heure, autrement appelées soft skills ou parfois savoir-être pour certains. Les compétences pro, métiers classiques, hein. Aptitude, habileté, le QI, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit non, nous on ne recrute pas avec le QI, mais il y a beaucoup de solutions qui incluent des tâches de QI. Par exemple, quand on mesure de la mémorisation, quand on mesure de la résolution de problèmes, on mesure des sous-dimensions du QI, et ça c'est quand même important d'en avoir conscience. Et on a vu aussi apparaître des outils avec de la lecture d'expressions faciales émotionnelles, ce qu'on a déjà beaucoup de mal à faire en recherche. Alors, et puis, beaucoup de tests de matching. On va faire comme du matching amoureux, mais entre les collaborateurs et l'entreprise, etc. Ça a été vachement la mode il y a quelques temps. Bref, l'objectif de tout ça, c'est d'attirer, évidemment, de valoriser, comme on en a déjà parlé, de ne pas recruter des clones. Ça, c'est une thématique en ce moment qui, dans le secteur RH, explose. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des gens différents, pour valoriser la différence, pour ne pas discriminer, pour inclure, etc. C'est ce que vendent aussi beaucoup de ces tests. Hein. Et puis, évidemment, on veut recruter mieux, moins cher, plus vite, plus fiable,
Et puis on veut savoir qui est le candidat, parce qu'en fait, ce qu'on retrouve très souvent dans les besoins des recruteurs, c'est de réussir à glaner des informations sur ce que sont concrètement les candidats pour mieux réussir à les différencier. Alors, le problème, c'est que toutes les solutions n'apportent pas les mêmes réponses, pas sur les mêmes dimensions, et que justement, il faut choisir en fonction de son besoin. C'est l'objet de la slide suivante. Je vous sens un peu sceptique d'ailleurs sur toutes ces émergences de nouvelles méthodes. Vous allez nous expliquer? Oui, je vais vous l'expliquer juste là. Je ne suis pas sceptique. Je pense que ça a vraiment de la valeur, mais que ça dépend de comment on les utilise, comme à peu près tout. En gros, mon message ici, c'est de dire, voilà, parfois on a un peu tendance à présenter telle ou telle solution comme étant solution de recrutement, hein, outil, méthode, comme étant la solution miracle. Sauf que c'est pas possible, ça n'existe pas, parce que dans une entreprise, il y a différents métiers, différents postes, différents modes de travail, etc. Et le problème, c'est que quand on choisit un outil qui n'est pas adapté au travail, aux besoins du poste concrètement, à l'analyse du poste, et ben, on risque de se tromper. Je vous donne un exemple, le cas du Serious Game. Le Serious Game, c'était très à la mode avant le Covid. Maintenant, ça l'est un peu moins. On a une entreprise qui nous a proposé de mettre en place des Serious Games. Donc, Serious Game, jeu sérieux. Hein, on fait des jeux dans lesquels on va évaluer des trucs. Grosso modo, compétences, personnalité, voilà. Le Serious Game qui avait été inventé, alors c'est avant, hein. On n'est pas, merci. Le Serious Game qui avait été inventé, c'était un Serious Game dans lequel on devait faire des hamburgers, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre de jeu Cooking Fever, là. On faisait des frites, des hamburgers, on devait servir les clients. Et en fait, c'était pour des postes de responsables marketing. Et alors... on peut se demander du coup quelle est l'utilité, quelle est la pertinence, parce que certes c'est sympa d'un point de vue marque employeur, certaines personnes apprécient, mais qu'est-ce que ça mesure derrière en fait? En quoi est-ce que c'est utile pour le poste concrètement? Peut-être que pour un poste dans la préparation alimentaire, ça conviendrait, mais là beaucoup moins. Donc en fait l'idée c'est juste d'essayer de choisir des outils qui sont adaptés aux besoins du poste, aux besoins de l'entreprise, etc. Un autre point qui est important pour moi, j'essaie de faire vite, mais j'ai beaucoup de contenu, c'est comment est-ce que les tests ils peuvent être conçus ou recontextualisés. Je vous parle du test de personnalité. Le test de personnalité, c'est né à la base pour faire des diagnostics psy. Et donc, ça servait à évaluer certains traits qui étaient plus ou moins corrélés. En tout cas, on cherchait des corrélations avec certaines pathologies. Aujourd'hui, on se retrouve à l'utiliser dans le cadre d'un contexte de recrutement. Est-ce que, du coup, on peut l'utiliser de la même façon ? Est-ce qu'on va avoir les mêmes scorings ? Est-ce que les statistiques sur lesquelles on se base pour pour donner des conclusions sur est-ce qu'une personne possède ou pas tel trait de personnalité, est-ce que c'est adéquat ? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut poser quand on choisit un outil, qu'il faut poser aux responsables R&D de la structure, s'il y en a. Et puis évidemment, un outil, ça se crée avec des sous-bassements théoriques, parce qu'on n'est pas censé pouvoir inventer soi-même un test, parce qu'on a observé que dans la vie, les gens qui préféraient la cristalline ont tendance à être plus performants dans une tâche de mathématiques que les gens qui préfèrent Evian. Et ben, on va aller tester si vous préférez la cristalline ou l'Evian. Ça, c'est des choses aujourd'hui comme ça paraît grotesque, hein, mais c'est des choses qui arrivent concrètement dans la vie d'un recruteur, de parfois avoir envie de créer un test sur la base d'un truc qu'on a observé. Et ça, on peut s'en protéger en essayant d'aller chercher la littérature scientifique. Pareil pour la fiabilité. Un test, on parlait de recrutement beaucoup tout à l'heure. Quand on arrive à recruter des gens, quand on n'a pas de pénurie, quand on a un nombre de candidats trop important, on va trier les candidats sur la base des résultats des tests, soit de compétences, soit d'autres choses. Le problème, c'est que si notre test n'est pas étalonné, s'il n'y a pas toute la batterie de tests statistiques qu'on appelle psychométriques qui permettent d'assurer la fiabilité d'un outil, eh ben on risque de se tromper, de ne pas arriver aux bonnes conclusions et donc de fait d'éliminer des gens qui auraient pu être pertinents pour le poste. Donc mes principales alarmes, évidemment, elles sont là. Les tests, c'est vachement bien. La crise Covid, ça a permis de développer plein de nouveaux tests qui sont intéressants, etc. Mais attention, par ailleurs, les tests, ils peuvent inclure des biais de sélection.
Je ne sais pas dans l'auditoire là, qui serait capable de réaliser sur son smartphone une vidéo de présentation pour postuler à un emploi. Les fameux CV vidéo, c'est voilà. ça? Ouais, alors en général, c'est avant le CV, en général, c'est l'étape de présélection. Donc c'est un peu moins grave. Mais l'idée, c'est on prend son téléphone, on se filme en parlant de soi, avec en général une consigne assez floue. Parlez-nous de vous, ou racontez votre parcours, ou quelque chose comme ça. Et ça, qui postule à ce genre d'offre? Les gens, ceux qui ont confiance? Plutôt ceux qui ont confiance, plutôt ceux qui sont extravertis, plutôt les gens qui sont à l'aise avec la technologie. Du coup, là, de fait, on crée un biais, en fait. Donc ça, c'est important. Et puis enfin, il y a quand même des thématiques assez importantes, notamment quand on s'intéresse à des postes peu ou pas qualifiés. C'est la question des laissés pour compte. Quand on utilise des nouvelles méthodes de recrutement, potentiellement, on met de côté des gens qui sont illettrés, des gens qui ne savent pas utiliser bien l'informatique. Et donc tout ça, normalement, quand on construit des outils, on essaie de réduire ces biais-là au maximum. Alors que souvent, ces nouvelles méthodes, elles sont faites pour inclure... Oui, c'est ça le paradoxe. C'est pour ça que ce que je dis, c'est pas que il y a du cynisme vis-à-vis de ces outils-là. Je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, j'en crée moi-même. Mais donc, il faut faire du sur-mesure. Il faut faire attention. Ouais, c'est ça. En fait, il faut créer des outils qui soient fiables. C'est à peu près comme pour tout. Et puis, je peux après, je sais pas s'il reste du temps. Peut-être pas. Pardon ? Est-ce qu'il reste du temps ? Allez-y, allez-y. Très bien. Et du coup, je vous présente une étude de cas. J'ai choisi de me baser sur le cas de Diagorient pour résoudre tout problème de conflit d'intérêts. Diagorient, c'est un service public et donc pas une entreprise indépendante pour laquelle je travaille par ailleurs. L'idée, c'est que ça peut peut-être en intéresser certains dans le public. Diagorient, c'est à la base un outil qui sert à aider les jeunes à faire leur point sur leurs compétences. Pas n'importe quelles compétences, pas les compétences métiers, parce qu'on sait que souvent chez les jeunes, c'est pas forcément facile d'avoir beaucoup de compétences métiers à écrire, mais les compétences transversales. Et donc l'idée, c'est que c'est un parcours dans lequel on va partir des expériences pro-perso et on va décliner ça en compétences pour arriver à avoir une carte de compétences. Très concrètement, je vous donne un exemple, il y en a un là, mais je vais vous en faire un autre. Dans mon expérience perso, je m'occupe de mes frères et sœurs. Ça, je vais le décliner en activité. Quand je m'occupe de mes frères et sœurs, je fais de la surveillance, de la cuisine, de l'aide aux devoirs, enfin tout un tas de choses. Et ça, je vais réussir à le décomposer dans un certain nombre de compétences qui sont prélistées. On choisit des paquets. Comme par exemple, je ne sais pas, analyser des situations, être vigilant, etc. Et donc ça, à la fin, ça va nous donner une carte de compétences. Et puis, associé à des centres d'intérêt, ça va me proposer des métiers. Des métiers divers et variés, dans des secteurs différents, mais qui ont l'avantage soit de mettre en œuvre les compétences concernées, soit d'offrir un certain cadre d'épanouissement pour les centres d'intérêt. Donc ça, je vous le présente parce que, à la base, c'était ça l'outil, mais maintenant, on va l'ouvrir aux entreprises. L'ouvrir aux entreprises, ça veut dire que les jeunes qui sont suivis en mission locale, parfois en maison de l'emploi, par Pôle emploi, et qui sont accompagnés, ils vont pouvoir directement dans Diagorient postuler une offre d'emploi d'une entreprise qui aura rejoint le réseau de Diagorient. Typiquement, je suis une grosse boîte, je dois recruter 1000 jeunes dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Et hop, je peux directement mettre mes annonces et les jeunes peuvent postuler. Tous les jeunes qui sont très difficiles à capter, tous ceux qui ne postulent pas sur les plateformes habituelles et qui sont plutôt suivis en mission locale, etc. Donc c'est vraiment le public éloigné de l'emploi, public ciblé par le plan d'investissement aux compétences. Qui font l'objet, qui sont accompagnés souvent. Qui sont souvent accompagnés. Pas toujours, mais très souvent accompagnés. Et je vous le présente parce que ça, c'est une offre qui, pour moi, a un intérêt. Pourquoi ? Parce que le jeune, il a fait la démarche. Certes, ça lui a pris du temps, mais bon, une démarche de recrutement, ça prend toujours du temps. Il repart avec un CV, une carte de compétences qu'il peut réutiliser pour autre chose, avec du wording clair, précis, qu'il pourra réutiliser pour parler de lui, pour se créer un profil LinkedIn, ce qui n'est pas toujours évident quand on est jeune de connaître les bons mots. Le vocabulaire, c'est un des freins à l'accès à l'emploi quand même. C'est un outil qui est basé sur de la littérature scientifique.
Donc, ce que moi, je trouve particulièrement important, vous l'aurez compris, et puis qui est testé sur une population, une grosse population, donc ce qui permet de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc ce qui intéressera aussi les acteurs de l'emploi ici présents dans la salle, c'est l'outil qui permet de venir sourcer des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui peuvent être valorisées dans des compétences qui ne sont pas forcément professionnelles, mais qui leur permettent de trouver des perspectives en termes d'emploi. Exactement. Et tout pour les jeunes qui, par exemple, auraient déjà travaillé ou qui veulent faire valoir des expériences pro aussi, c'est également possible. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on s'adapte au parcours du jeune et à ses besoins. Et enfin, pour clôturer, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les entreprises ont largement adhéré au plan Un jeune, une solution, c'est aussi pour des raisons de marque employeur, parce qu'aujourd'hui, il faut attirer ces jeunes-là, il faut montrer qu'on a envie de les recevoir, ces jeunes qu'on a du mal à attraper. Et typiquement, ce genre de plateforme qui offre aux jeunes une contrepartie, qui leur propose quelque chose en fait, qui est utile dans le process de ce qu'ils vont vivre pour le recrutement, et ben c'est quelque chose de valorisant qui renvoie une bonne image des entreprises et qui permet d'attirer les jeunes qui n'attendent plus seulement à postuler, mais qui attendent aussi à ce que l'entreprise leur renvoie une image positive. Merci Lorraine. J'imagine que vos propos auront suscité beaucoup d'intérêt et on permettra un certain nombre de questions à la fin de cette table ronde. Merci. Avec plaisir. Romain Zerbib, vous êtes avec nous pour nous parler de management. Alors, est-ce que cette crise Covid, elle fait vraiment une rupture dans les pratiques managériales? Est-ce que finalement, il n'y a pas un certain nombre de, comme on l'a dit tout à l'heure, de continuité? Voilà. Si vous finissez mes phrases, je vous propose maintenant de les commencer. Pardon. D'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Merci beaucoup. Et par ailleurs, on a un ouvrage qui va être publié tout à fait prochainement au mois de janvier qui évoque la transformation digitale et voir comment elle percute le secteur particulier de l'enseignement supérieur. Donc, de mon point de vue, cette question du télétravail, elle s'inscrit dans une question stratégique plus large qui est la transformation digitale, comment on est percuté par de nouvelles logiques qui déstabilisent les entreprises, mais qui constituent aussi, on l'a dit, des opportunités, des énergies, mais pas uniquement. Cet ouvrage, il sera donc à paraître au mois de janvier, et dans ce cadre-là, au sein d'une revue qu'on a montée, qui est une plateforme, Management et Data Science, qui analyse l'impact de la transformation digitale sur les différents métiers, on ouvre un laboratoire sur ces thématiques. Donc on va ouvrir un laboratoire collaboratif qui a vocation à tout un ensemble d'individus de s'exprimer, pas uniquement des chercheurs, mais aussi des professionnels issus de tout horizon. Voilà. Et moi, je vais plutôt poser les questions qu'on se pose aujourd'hui, puisque naturellement, je n'interviens pas pour fournir des réponses. L'enjeu est trop vaste. Et par ailleurs, de mon point de vue, on n'est que là dans une étape très embryonnaire dont on ignore encore les répercussions. On voit bien, on devine que ce sont des transformations de fond. Il y a des opportunités, c'est vrai, mais il y a aussi des aspects qui sont plus critiques, je crois, pour les entreprises. Ce laboratoire, au fond, il va s'articuler autour de 5 grands questionnements. Le premier, et je crois que ce sera intéressant qu'après on échange ensemble pour que chacun présente son point de vue. Tout d'abord, on va travailler sur les notions d'isolement à différents niveaux. D'abord, le distanciel, par essence, ça implique que nos relations, elles soient médiées par un outil. L'outil, on le connaît, c'est Teams ou c'est Google Meet. Et il en découle tout un ensemble de chamboulements. Et d'abord, nous, les questions qu'on se pose, c'est comment est-ce que dans ce contexte-là, un manager, un collaborateur, un dirigeant, il appréhende les dynamiques politiques qui animent, qui structurent et qui orientent les organisations. Je ne sais pas vous, je ne sais pas quelles étaient vos techniques pour appréhender les enjeux politiques d'une organisation, mais on voit bien qu'en distanciel, la grammaire est différente. D'abord, il y a aussi ce phénomène, quand nous sommes médiés, il y a l'algorithme qui prend en charge tout un ensemble d'enjeux de pouvoir. On ne sait pas également non plus comment tout un ensemble de mécanismes complexes vont se mettre en place. Je pense aux logiques de sédimentation, de symbiose entre les collaborateurs d'un côté et de l'autre, les normes, les valeurs qui définissent
l'organisation, qui la structure, qui sont son ADN. Dans une organisation classique, il se passe des mécanismes complexes où entre les opérateurs, la culture, l'institution, il se passe quelque chose. Là, on ne sait pas. Qui conditionne aussi l'adhésion au projet d'entreprise. Absolument, et qui, on le verra, produit de la valeur. On est également... en fait, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que ces dynamiques organisationnelles fondées sur le relationnel entre individus, entre valeurs, ça crée de la valeur. Et ça crée de la valeur de manière quasiment organique, de manière quasiment naturelle. Jusqu'à présent, on n'a pas eu à réfléchir comment ces interactions permettaient aux entreprises d'évoluer. Or, donc d'ailleurs, les stratégistes parlent d'ambiguïté causale. L'ambiguïté causale, c'est quoi ? C'est quand un opérateur sur le marché n'est pas capable de décrire précisément les raisons qui conduisent un concurrent à obtenir une meilleure efficience que lui. On peut mettre sur le papier tous les éléments, on peut avoir les mêmes acteurs, tous aussi intelligents les uns que les autres, le même genre de protocole, on ne sait pas expliquer. Alors, expliquer les dynamiques concurrentielles, expliquer la variété, l'hétérogénéité des performances, ça a l'air simple comme ça, mais au fil des recherches, on se rend compte que c'est très compliqué. Il y a de l'ambiguïté. Pourquoi des acteurs avec des budgets analogues, des gens aussi intelligents, sont capables de générer de l'innovation et d'autres pas ? En toute sincérité, on ne sait pas. Et on le sait encore moins en cadre de distanciel. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que ces mécanismes de production de valeur se développent in real life, on pourrait dire, parce qu'il va falloir faire émerger des nouveaux termes, puisqu'on va bientôt rentrer dans des logiques où il y aura le digital et l'IRL, et ça, on ne sait pas. Et, excusez-moi, le distanciel, on va voir qu'il nous pose un problème en tant que, d'abord stratégiste, mais aussi chercheur, c'est qu'il va falloir isoler les composantes qui permettent de générer de la valeur pour essayer de les reproduire, j'allais dire, dans un environnement quasi synthétique de distanciel. Et là, ça pose une question de fond, c'est quasiment le tri entre l'utile et l'inutile. Mais qui aujourd'hui est capable de dire ce qui, dans un cadre distanciel, doit être conservé et qu'est-ce qui peut être mis de côté? Ça aussi, on ne sait pas. Quand je dis qu'on est encore dans une étape très embryonnaire, c'est que les arbitrages qui sont faits aujourd'hui sur la base de convictions intuitives qui consistent à dire « je prends tel collaborateur, on va mettre en place tel protocole », on ne sait pas bien où ça va nous mener demain. Et il y en a qui ont des projets là-dessus. Absolument. Facebook, sa métaverse qui est annoncée. Absolument. Ça répond à la question de monsieur, où sont mes collaborateurs ? Eh bien oui. Ils sont dans la métaverse. C'est possible, ça. C'est sûr que la logique des minorités actives, elle tourne à plein avec la logique du distanciel. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui disparaissent, qui sont marginalisés, de manière volontaire ou pas. Parce que même le manager, est-ce qu'il a une vision réellement panoramique ? Est-ce que ce n'est pas un environnement trop complexe pour le gérer en distanciel ? Est-ce que par commodité, il ne se concentre pas sur quelques opérateurs de confiance, ce qui l'exonère d'un travail de contrôle aussi ? Ce qui a été un sujet aussi. Les managers servent-ils à quelque chose pendant la crise ? Évidemment. Non, vous avez raison. Le deuxième élément qui nous intéresse beaucoup au niveau de ces recherches, désolé, j'ai que des réponses, des questions, hein, pas de réponses. Une nouvelle anthropologie. On devine, si vous voulez, que de manière plus ontologique, de manière profonde, est peut-être en train de se mettre en place une nouvelle anthropologie au sein des organisations, tout simplement parce que la quasi-totalité des rites qui structurent une organisation sont percutés par le phénomène du télétravail. À cet égard, on peut par exemple citer l'accueil des nouveaux collaborateurs. Moi, je n'ai pas vécu, enfin, dans mon entreprise. D'ailleurs, pardon, je cite que je suis aussi chercheur associé à l'ESSEC. Je ne le dis pas par vanité, mais parce que dans l'univers de l'enseignement supérieur, il y a des susceptibilités parfois. Par exemple, j'ai dans mon organisation des personnes qui ont été intégrées en temps de distanciel. Ce serait très intéressant de savoir quelle est leur expérience. Ils ont plutôt été confrontés à des algorithmes qu'à de la culture chaleureuse et tangible. Comment, dans un cadre de distanciel, se déroulent les conversations fortuites qui auparavant se déroulaient autour d'un café? La fameuse machine à café. Oui. Alors, l'informel. Il y en a qui ont développé des machines à café virtuelles. Voilà.
y a de mon point de vue des questions très profondes qui n'ont pas encore été évoquées ou prises en main réellement par la recherche en sciences de gestion. Et d'ailleurs, la psychologie, merci, parce que plus que jamais, cette discipline-là va aider les gestionnaires, je crois, encore plus maintenant qu'auparavant. Même si ça a toujours été le cas, hein, il y a toujours eu des passerelles. Mais là, je crois que c'est très important. L'usage de l'humour, de la digression dans un environnement de télétravail enregistré. Je ne sais pas quel est l'humour, quel est le vôtre, comment vous opérez vos digressions, comment vous socialisez, comment vous managez. Dans un environnement enregistré, ce n'est pas pareil. À l'époque où on vit actuellement, c'est compliqué, c'est un enjeu. En soi, la tonalité est compliquée. Sobriété et froideur, comme dans les films de science-fiction. Sauf que ça aura un effet. Parce qu'on le verra, la déviance. J'ai suivi une étudiante, enfin, j'ai été au jury d'une doctorante qui travaille sur la déviance organisationnelle. L'innovation n'est faite que de déviance. C'est-à-dire que l'on défie les règles. Seulement ici, est-ce que ça va être envisageable, possible ? Et on va voir que tous ces éléments qu'on pourrait lister encore vont avoir un impact concret sur tout un ensemble de paramètres qui non seulement déterminent le fonctionnement intrinsèque de l'organisation, mais aussi sa capacité de survie dans un environnement complexe. Et là, de mon point de vue, on n'a encore rien vu des incidences de ces nouveaux procédés intuitifs, artisanaux, mais on va apprendre, parce qu'il va y avoir des retours sur expérience. Aussi, on va voir comment est-ce que dans ce cadre de distanciel peuvent se mettre en place de véritables processus d'innovation, de rupture, on l'a dit, de déviance organisationnelle. Comment on favorise des dynamiques d'innovation ? Est-ce que la sérendipité, elle est soluble dans le télétravail ? Quelle est la place du hasard ? De ce prince maltais qui partait pour un voyage et qui, sur sa route, est venu trouver un certain nombre d'opportunités. Il n'a jamais fini d'accomplir son voyage et a saisi les opportunités au cours de son parcours avec beaucoup de créativité, c'est ça. Absolument, sauf qu'une des réponses logiques du manager dans une situation de télétravail, c'est de resserrer, de tout clarifier, de tout objectiver, de redéfinir les périmètres, les tâches, les systèmes de hiérarchie. Là, on rentre dans quelque chose où quand même l'algorithme joue un rôle, et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans une relation médiée, et parfois à son corps défendant, on se cale sur des critères qui sont édités par la machine. Déshumanisation. En tout cas, là encore, on change de nature. On n'est pas dans une traduction pure de ce qu'était l'organisation avant quand on la numérise. Il y a eu autre chose dans l'intervalle. Il faut en avoir conscience. Et on le sait, on l'a dit tout à l'heure, la déviance, les paradoxes, le hasard, c'est un terrain crucial pour l'innovation. Et la question que nous, on se pose dans le cadre de ce laboratoire, c'est donc comment est-ce qu'on va concrètement favoriser cette dynamique dans un cadre de distanciel ? Quel réglage on va mettre en place ? Quelle hybridité ? Quels sont les critères qu'on va mobiliser pour assurer cet équilibre ? Le troisième pilier, je fais très vite, c'est évidemment la transformation des dynamiques managériales. Ils vont devoir tout repenser, les managers, ça a été évoqué tout à l'heure, en termes de recrutement, d'engagement, de contrôle, d'identification et de gestion des conflits, de parcours de carrière. Vous parliez de design de progression. Et alors, en plus, on voit que le télétravail, en tout cas, certains ont eu le sentiment que ça favorisait l'émergence de nouveaux profils. À un moment donné, on a subodorer que des acteurs dits introvertis étaient peut-être dans un moment plus propice dans un cadre de télétravail. Mais il y avait l'idée derrière que le télétravail, ça rationalisait et qu'au fond, le fond allait prendre le dessus sur la forme. Ça a été une façon, peut-être une illusion, d'appréhender le changement. Puis c'est comme sur les réseaux sociaux, derrière un écran, on est moins timide. Oui. Non ? Si, c'est certain. Et ça a aussi une incidence. Seulement, on n'est pas sûr que le télétravail sanctuarise le fond au détriment de la forme. Et il y a une part très importante de cette réponse qui va être définie par la manière dont le management va choisir ou pourra régler la question de la confiance. Le règlement de la confiance dans cette affaire est déterminant. Alors évidemment, là, ce qu'on commence à voir, c'est que d'une modalité de contrôle fondée sur les moyens, le distanciel nous amène plutôt sur une modalité de contrôle fondée sur les résultats. C'est plus commode.
Et ça, c'est peut-être pas plus mal après tout. Ça prend un peu plus de temps, mais... Ouais, absolument. Et puis, il faut bien définir les KPI. Et le problème, c'est dans une logique de reporting, et on connaît tous les biais relatifs à une activité qui est fondée sur des tableaux de bord. La problématique, et là je crois que c'est très important, elle est d'autant plus complexe qu'actuellement ma conviction c'est qu'on n'est pas du tout dans une logique de distanciel, on est précisément dans une phase d'hybridité parce qu'il y a tout un ensemble de normes, de valeurs, de croyances qui à ce jour charpentent les organisations, qui structurent nos relations de distanciel, qui nous permettent de faire du distanciel, qui ont été construites, consolidées en présentiel. Cette charpente, cette structure de normes, de valeurs, de croyances, cette institution, on ne connaît pas sa date d'expiration et on ne connaît pas notre faculté à la régénérer en distanciel. Donc il faut faire attention, c'est comme si on avait lancé un projectile très très fort, il est encore en vol, on croit qu'on peut gérer sans la puissance, mais non, à un moment donné ça va atterrir. Comment est-ce que nous on développe et comment est-ce qu'on régénère cette institution en distanciel ? Et enfin, il y a une rupture de paradigme. C'est le dernier point sur lequel on souhaiterait travailler, qui pour moi est l'élément le plus important de tous. Eh bien, c'est la rupture sur le marché du travail, parce que les technologies de médiation, elles rendent possible, commodes et pourquoi pas demain banal, le recours à la délocalisation. Et on l'évoque d'un point de vue positif quand on se dit qu'on peut travailler de là où on veut, mais ce sera moins drôle quand on va recourir à des data scientists indiens pour régler une tâche en distanciel. Pourquoi diable aller rechercher sur le territoire local ? Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde avec une immense attention. Sur LinkedIn, déjà, si vous voulez passer une annonce, vous cliquez présentiel ou distanciel. Ça, pour moi, c'est une révolution sur le marché du travail qui augure des difficultés profondes. On a évoqué un aspect des opportunités, mais il y a son versant qui va rendre la compétitivité à l'échelle mondiale. C'est ça. On arrive à une étape où les travailleurs, finalement, sont mis en concurrence sur certains métiers, bien sûr, à l'échelle mondiale. Merci Romain Zerbib. On n'avait pas répété ces échanges, c'était très fluide, merci. Mais ça me permet de rebondir avec Caroline Gaillan, qui veut nous parler de motivation, de sens et engagement, pour envisager comment finalement cette crise Covid, elle vient aussi transformer quelque chose dans le rapport au travail. C'est bien ça, Caroline ? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a les slides. Ça arrive, oui. Ça arrive. Oui, alors en fait, moi, faut que je vous parle un petit peu de mes activités aussi. Je suis aussi enseignante à la Cato à Lille et à l'EDEC. Et alors, il y a quelques semaines, j'ai des étudiants qui sont venus me voir en disant « Oui, tu sais, nous, on aimerait bien faire de la finance, mais en fait, avant, tout le monde allait dans les banques d'affaires, les grands cabinets d'audit, tout ça, mais en fait, ça ne nous tente pas trop. » Je dis « Ah bon, pour moi, ça a toujours été la voie royale, hein, l'espèce de 4e cycle. Quand on voulait travailler en finance, on allait travailler en banque d'affaires, en cabinet d'audit. C'est bien, quoi. C'est une sorte de rite de passage, alors avec tout ce que ça comporte comme négatif aussi. Hein, il y en a certains qui, en venant d'Amiens, ont été très loin comme ça. Ouais. Voilà. Tout ce que ça comporte comme négatif, avec des grosses charges horaires, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça du coup. J'ai vu fuiter des choses là sur le net. Goldman Sachs, je ne sais pas si vous avez lu ça aussi, du coup ça faisait un peu écho. Il y a une quinzaine de jeunes qui travaillaient chez Goldman Sachs qui ont dénoncé des pratiques de travail qui étaient absolument hallucinantes. Ils travaillaient 98 heures par semaine. Ils ont fait un rapport pour dire à leur patron, en fait, on voudrait juste travailler 80 heures par semaine. J'ai trouvé ça hallucinant. Enfin bref, du coup, tout ça, ça fait écho un peu dans mon esprit en me disant, mais en fait, c'est bizarre, qu'est-ce qui change finalement ? Déjà, les jeunes, ils veulent plus de ce que leurs parents faisaient. Déjà, on commence comme ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie lame de fond qui est en train d'arriver et qui nous fait dire qu'il y a vraiment des changements structurels. Moi, j'ai toujours connu ça. Quand on voulait travailler en finance, on allait dans ces milieux-là. Et bref, et je veux bien qu'on mette les slides, je sais pas si... Ma grand-mère me disait toujours, travaille bien à l'école, comme ça tu auras une bonne place, une bonne place à Auchan ou dans une banque. Ah, c'était pas mal aussi, Auchan ou la banque. Mais là, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a déjà chez les jeunes cette notion de gagner moins pour travailler, pour gagner moins pour vivre mieux. Déjà chez les jeunes, on a 20 ans, allez, 22 ans, on a déjà cette notion-là. Donc moi, ça m'interpelle. Et on a surtout des jeunes qui se disent, on va faire un choix de l'épanouissement professionnel. Alors que, franchement, le prestige social de travailler dans une super grande banque, dans un super cabinet d'audit, waouh, c'est
vachement bien quand même. Et des salaires élevés. Alors évidemment, pourquoi? Quelle est la contrepartie? Qu'est-ce qu'on cherche? En fait, je me rends compte aussi que dans ces étudiants, si vous regardez bien les études ce que font les étudiants après leurs écoles, leurs fameuses grandes écoles, j'ai rien ni pour ni contre, hein, c'est vraiment juste des exemples. Il y en a de plus en plus qui vont se dire moi je vais aller travailler dans des startups, je vais aller travailler dans l'entrepreneuriat, je vais aller travailler dans la green tech, je vais travailler dans l'économie circulaire. Alors certes ce sont des choses qui sont à la mode, mais c'est quand même très interpellant de se dire qu'on a déjà dès le départ un marché du travail qui est en train d'évoluer vers une lame de fond qui est différente. Alors pour moi ces exemples ils sont révélateurs aussi de ce qu'on vit dans les organisations depuis quelques années. Et évidemment que tout ça a été amplifié par la crise Covid. Et en fait, la question pour moi, c'est l'épanouissement professionnel. Ça, c'est la question centrale. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que l'épanouissement professionnel, quand on a des salariés épanouis, ils vont être engagés. S'ils sont engagés, ils seront motivés à faire leur travail. S'ils sont motivés à faire leur travail, ils vont créer de la valeur ajoutée pour votre organisation. Et créer de la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est de la performance. On parle d'économie, hein. Je ne suis pas en train de faire... je sais bien que toutes et tous, on ne travaille pas que dans des associations, on travaille pour l'économie. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à faire de la performance. Commençons par le début. Commençons par se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour avoir des salariés épanouis professionnellement? Alors, je n'ai pas de recette miracle, hein. Je suis désolée, je suis comme toi aujourd'hui, je ne suis pas venue avec la valise. Je pose des questions. Mais en fait, l'épanouissement professionnel, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il ne se décrète pas. En revanche, toutes et tous, et surtout les managers, on a la capacité à le susciter. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, le susciter, c'est... voilà. J'aime bien cette petite slide parce que je trouve qu'elle résume assez bien. Pour moi, il y a 8 leviers principaux. Et je ne vais pas les développer tous les 8. Je promets Maxime qui va avoir peur sur le timing. Les 8, je dirais, il y a l'efficacité professionnelle, le sens, l'intérêt et le plaisir, la reconnaissance, l'autonomie, les bonnes relations, le développement personnel et professionnel et l'équilibre de vie pro-perso. J'en ai pris 3 qui me semblent essentiels là-dedans. 1, le sens. 2, la reconnaissance. 3, l'équilibre pro-perso, que je vais appeler l'équilibre des temps de vie. Mais c'est... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc sur le sens, je viens qu'on passe. Sur le sens, en fait, le sens, il va émaner de 2 choses. Le facteur d'épanouissement sens, il est important parce que le sens, il émane d'abord de l'utilité que le collaborateur estime à avoir au sein de l'organisation. Alors, Madame Macquarie en parlait tout à l'heure dans son intervention et je rejoins complètement votre point de vue. La question de l'utilité, elle est hyper importante, elle est complètement stratégique à tout niveau de l'entreprise. Et la question, c'est en quoi ma contribution personnelle, elle va apporter quelque chose au sein du projet collectif? En quoi je suis utile? Et cette question de l'utilité, moi, je reprends par exemple l'exemple pendant le confinement. Si on prend le projet collectif du confinement, le dur, la suite mars 2020, le projet collectif, c'était quoi? C'était sauver des vies. Toutes et tous, le but du jeu en France, c'était sauver des vies. Quels sont les métiers qui étaient mis en avant? C'est les métiers d'aides-soignants, des boueurs, d'infirmières, la caissière. Les métiers prestigieux, bullshit. Pas d'utilité à ce moment-là. Pour sauver la France, pour sauver des vies, aucune utilité. L'impact psychologique du chômage partiel, l'impact psychologique de quelqu'un à qui on dit « vous êtes identifié comme non essentiel », il a été cataclysmique. Extrêmement compliqué de faire comprendre à quelqu'un qui, du jour au lendemain, ne retrouve plus son utilité dans son métier. J'en ai vu, c'est extrêmement compliqué. Ça a été source de beaucoup de souffrances psychologiques, de beaucoup de burn-out, de situations compliquées, parce que l'utilité de leur métier, leur utilité profonde, leur moi profond, leur estime de soi a été blessée lors de cette crise. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et donc le sens aussi, il émane de l'alignement entre les valeurs perso et les valeurs de mon organisation. Je reviens à mon histoire d'étudiant tout à l'heure. Les étudiants qui me disent « Non, j'ai pas du tout envie d'aller travailler dans une banque 98 heures par semaine », pas du tout pour moi. En revanche, moi, si je suis convaincue qu'aujourd'hui, on a un projet, il faut qu'on fasse attention au climat. Je suis persuadée que moi, à mon niveau, je peux, moi, faire quelque chose pour agir en faveur du climat.
j'ai plutôt envie d'aller travailler dans une start-up qui va se lancer sur l'économie circulaire, sur une méthodologie XYZ pour récupérer. J'ai assisté à une conférence super intéressante, un étudiant qui est en train de développer une méthodologie pour enlever des mégots de cigarettes, la petite, je ne sais même pas comment ça s'appelle, l'intérieur, et qui veut du coup la nettoyer par un process en plus complètement green pour en faire de l'emballage pour les doudounes. Voilà. Enfin bref, toutes ces choses-là se développent et elles sont vraiment, je trouve, assez significatives de notre temps. Voilà, c'était le premier facteur, c'était le sens. Le deuxième facteur que je voulais développer aujourd'hui, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est vraiment un carburant, pour moi, essentiel pour l'épanouissement et pour l'engagement des salariés, parce qu'il touche vraiment à la personne. Toucher à la personne, c'est vraiment à l'estime de soi, à qui il est. Alors, l'hybridation du travail, elle nous oblige à réinventer certaines marques de reconnaissance. Tu en parlais tout à l'heure. Les marques de reconnaissance, quand on est en présentiel, c'est beaucoup plus facile. Hein. Une petite tape sur l'épaule, un petit bravo. On va déjeuner ensemble parce qu'on a réussi à avoir un contrat. On va à la machine à café. On va à la machine à café. C'est extrêmement important, la machine à café. Alors, à l'heure du digital, tout ça, c'est à réinventer. Il y en a plein qui ont réinventé des choses. Je n'ai pas aujourd'hui le listing de tout ce qu'on peut faire en termes de marques de reconnaissance digitale. Dès lors qu'on a envie de le faire, de toutes les façons, il y a plein de choses à développer. Mais c'est surtout que, en fait, ce qui est très important, c'est qu'il faut montrer en quoi les tâches accomplies, elles participent à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Après, le comment, le quoi, vous le trouverez. Mais c'est effectivement extrêmement important aujourd'hui de se dire que ça doit être au cœur de nos préoccupations, de se dire je dois aller chercher mes collaborateurs. La reconnaissance de mes collaborateurs, encore plus en digital, elle est importante. On ne prend pas forcément le temps parce qu'on a des réunions, parce qu'on truc. Et les moments conviviaux en digital sont plus compliqués, effectivement. Et la reconnaissance, c'est souvent dire qui on est et où on va. Donc, exactement. Ouais, tout à fait. C'est complètement l'estime, lié à l'estime. Le troisième des facteurs que je voulais développer, c'est l'équilibre des temps. Alors l'équilibre des temps de vie, le télétravail, il a forcé évidemment, il nous a forcé à prendre d'autres habitudes. Alors ça a mis en lumière la possibilité d'une répartition différente. Je veux bien qu'on... Ouais, voilà. Ça a mis en lumière la possibilité d'une répartition différente de celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Alors cette interpénétration des sphères pro-perso, elle a été accueillie avec plus ou moins de succès. De succès en fonction des personnes, de succès en fonction des entreprises, de succès en fonction des situations. Mais bref, il y en a qui l'ont vécu comme une révélation, d'autres comme un cauchemar, d'autres pour lesquels l'expérience a été mitigée. En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que le télétravail nous a forcé et a joué un rôle d'accélérateur. Et il a obligé les organisations à revoir un certain nombre de choses, à évoluer surtout sur différents points. L'autonomie, la liberté de moyens, la flexibilité horaire, la flexibilité géographique. Il faut savoir qu'il y a quand même 20% des salariés qui, depuis la période Covid, ont choisi de déménager. Donc on en parlait tout à l'heure sur la mobilité, sur les territoires. 20% des collaborateurs ont choisi, ça fait 2 ans seulement, 18 mois. En 2 ans, on a 20% des collaborateurs qui ont pris la décision de déménager. C'est quand même des mobilités, je pense qu'on n'a pas connu souvent en France à ce niveau-là. Plutôt phénomène de masse, oui. Ouais, un vrai phénomène de masse. La flexibilité, la responsabilité et la confiance qui est une obligation dès lors qu'on est à distance. Et puis le droit à la déconnexion et tous les risques d'hyperconnexion que ça implique, les risques, la difficulté, on va dire, de faire de son lieu de vie un lieu de travail, c'est aussi que... on ne distingue plus les deux. Comment ? On ne distingue plus les deux. Exactement. Oui. Alors ça a des avantages et ça a des inconvénients, ça dépend de tellement de choses que je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais en tout état de cause, il y a des vrais risques qui sont liés aussi à l'hyperconnexion. Pour conclure, sur l'hybridation du travail, le travail hybride, en fait, oblige à repenser finalement les facteurs d'engagement et donc
L'épanouissement professionnel, puisque vous avez bien compris, pour moi, l'épanouissement professionnel, il est vraiment à l'origine, il est vraiment l'origination de tous ces facteurs d'engagement. Et il a agi comme un accélérateur de changement, évidemment. Certaines choses étaient sous-jacentes, étaient latentes, mais ont été accélérées par cette crise Covid. Et enfin, le dernier point, et ça c'est vraiment pour moi l'essentiel, c'est qu'on a remis finalement le besoin de sens au cœur du dialogue. Le dialogue entre le manager et le salarié, on l'a refocalisé sur quelque chose qu'on avait probablement un peu laissé sur le côté et qui est un fondamental du travail, qui est pourquoi je travaille, pour qui je travaille et à quoi ça sert. Et finalement, le comment est un peu secondaire. Exactement. Merci Caroline. Merci pour votre attention. Merci à vous d'avoir synthétisé et axé ces trois enjeux. Effectivement,